l'œuvre de l'humanité qui est allée le plus loin. Voyager 1, il progresse à une vitesse de 10 à 7 km par seconde. Un succès prodigieux. Mais cette vitesse est tragiquement lente pour échapper à notre propre voisinage, car le système solaire se trouve au cœur d'une prison invisible. En 45 ans, Voyager n'a parcouru que 165 unités astronomiques. Pourtant, les murs de cette prison ont une épaisseur de 100 000 unités astronomiques. C'est pourquoi il faudra environ 30 000 ans à la sonde pour percer ce mur, et d'ici là, elle ne sera plus qu'un débris de métal inerte. Mais le plus choquant, ce n'est pas que cette prison nous empêche de sortir, c'est qu'elle permet à l'extérieur d'entrer. Si toi aussi, tu veux percer les secrets de cette quarantaine cosmique, abonne-toi à cette chaîne, car ce que tu vas voir changera à jamais ta vision de la galaxie. Nous commençons. Pendant des années, on nous a appris une image à l'école. Le Soleil au centre, autour, les planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et tout au fond, la petite Pluton qui erre sur le bord. C'était la limite du système solaire. Une image nette et ordonnée. C'est pourquoi, en août 2012, quand une petite sonde spatiale a franchi cette limite, le monde entier a célébré. Les gros titres étaient partout. Voyager 1, lancé en 10 à 9, 177, avait enfin quitté le système solaire. Mais ce n'était qu'un magnifique malentendu, car Voyager 1 n'avait pas quitté le système. La vraie frontière n'était pas derrière lui, mais des milliers de fois plus loin, devant lui. C'est pourquoi, même si ce moment fut un véritable tournant pour l'humanité, il cachait la véritable histoire. Voyager 1 était 120 fois plus loin du Soleil que la Terre. Il était en route depuis 35 ans. Il avait parcouru des milliards de kilomètres. Mais ce qu'il venait de traverser n'était qu'une porte intérieure de notre quartier cosmique. Pas la véritable porte de sortie, car cette porte est si lointaine qu'il faudrait 300 ans à voyager, filant à 38 000 milles par heure pour l'atteindre, et il lui faudrait environ 30 000 ans pour traverser cette structure gigantesque dans son intégralité. C'est une distance qui défie l'entendement. Quand Voyager franchira cette frontière, il sera déjà devenu un morceau de métal froid et silencieux. Il sera mort depuis longtemps. Pourtant, nous essayons encore de comprendre ce qu'est exactement cette frontière, car cette structure est la partie la plus grande, la plus vide et la plus étrange du système solaire. Son nom, le nuage de Oort. Et tu ne l'as jamais vu, car personne ne l'a vu. Alors si l'endroit que Voyager a traversé n'est pas la frontière, où se trouve la vraie frontière ? Pour répondre à cette question, nous devons mesurer la distance avec une unité différente. Les astronomes appellent cette mesure l'unité astronomique, en abrégé UA. Une unité astronomique est la distance entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres. À cette échelle, les planètes sont assez proches les unes des autres. La planète la plus externe, Neptune, orbite à seulement 30 unités astronomiques du Soleil. Voilà la fin de notre quartier connu. 30 unités seulement. Mais le nuage de Oort se situe dans une toute autre catégorie de distance. Sa bordure intérieure ne commence même pas avant environ 1000 à 2000 unités astronomiques du Soleil. Et de là, il s'étend jusqu'à 50 000, voire 100 000 unités astronomiques vers l'extérieur. Peut être même plus loin. Il est difficile de se représenter ces chiffres. Alors imaginons. Réduisons tout le système à un modèle où la Terre est exactement à 1 cm du Soleil. À cette échelle, Pluton serait à environ 40 cm. Toutes les planètes, les lunes et les astéroïdes tiendraient confortablement sur une grande table à manger. Mais
à cette même échelle, pour voir le début du nuage de Oort, il faudrait marcher à des centaines de mètres de cette table. Sa bordure extérieure, elle, se trouverait à environ 2,5 km. Vous comprenez ? Les planètes ne sont que quelques grains de poussière au centre d'une sphère de plusieurs kilomètres de large. Notre maison, tout ce que nous pensions connaître, n'est en fait qu'un point minuscule au centre d'une structure gigantesque. Mais l'échelle n'est pas la seule chose erronée dans les schémas de l'école. La deuxième et être plus grande erreur, concerne la forme. Quand nous imaginons le système solaire, nous pensons à un disque plat, comme une assiette. Les planètes tournent effectivement de cette manière. Elles suivent toutes des orbites sur à peu près le même plan. Mais le nuage de Oort ne respecte pas cette règle. Ce n'est pas un anneau, ce n'est pas une ceinture, c'est une coquille. Il enveloppe le Soleil de toutes les directions à la fois. D'en haut, d'en bas, de gauche et de droite. C'est pourquoi nous ne vivons pas sur un disque. Nous vivons à l'intérieur d'une bulle, une immense sphère de glace creuse, au centre de laquelle est suspendu le minuscule système solaire. Cette structure n'est pas uniforme non plus. La partie intérieure, plus proche de nous et nommée le nuage de Hills, a une forme plus dense et plus aplatie, comme un disque épais. Elle contient environ 5 fois plus de masse que la région extérieure. Mais plus on s'éloigne, plus cette région intérieure cède la place au véritable nuage de Oort extérieur. Cette coquille, parfaitement sphérique, qui entoure tout. Les objets ici ne sont pas faits de roches, comme les astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ils sont de glace, de l'eau gelée, du méthane gelé, de l'ammoniac gelé, du monoxyde de carbone gelé. Ce sont des vestiges intacts de la naissance du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. Préservés dans le froid absolu de l'espace lointain, presque sans être dérangés depuis la formation des planètes, il est facile d'imaginer que ces mondes de glace ont toujours été là, qu'ils se sont formés à la frontière et y sont restés, une coquille silencieuse, suspendue en place depuis le début. Maïs, la réalité est bien plus violente, car ces trillions d'objets gelés ne sont pas nés dans l'obscurité. Ils se sont formés bien plus près des planètes géantes, en plein milieu du chaos chaud et surpeuplé du jeune système solaire. Et puis, ils ont été éjectés. Lorsque le système solaire venait de se former, les orbites de Jupiter et de Saturne n'étaient pas aussi stables et ordonnées qu'aujourd'hui. Ces planètes géantes se sont déplacées, elles ont migré, et tandis qu'elles bougeaient, leur immense gravité a agi comme une fronde. Elles ont projeté les blocs de glace restants de la création dans toutes les directions. Certains ont été lancés si fort qu'ils ont complètement échappé à l'attraction du Soleil et se sont perdus à jamais dans l'espace interstellaire. Mais le reste n'a pas tout à fait atteint la vitesse de libération. Ces masses ont été projetées jusqu'à la limite la plus extrême de l'attraction du Soleil. Et là, dans le froid et l'obscurité, elles se sont arrêtées. Elles attendent là depuis. C'est pourquoi le nuage de Oort n'est pas une nurserie paisible. C'est un cimetière de débris de construction que les planètes géantes ont jeté il y a 4 milliards d'années. Mais le mot « nuage » nuit gravement à notre imagination, parce que ce mot évoque un blizzard de glace dense et tourbillonnant à travers lequel un vaisseau spatial devrait naviguer prudemment. La réalité est tout le contraire. Le nuage de Oort contient presque certainement des trillions d'objets. Mais le volume d'espace qu'il occupe est si incroyablement vaste que ces trillions d'objets sont dispersés de manière incroyablement clairsemée. La distance moyenne entre deux objets quelconques est de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. C'est presque la même distance qu'entre la Terre et Saturne. Si vous vous teniez sur l'un de ces mondes de glace en plein milieu du nuage, vous ne verriez rien autour de vous à part les étoiles.
vous ne verriez pas l'objet suivant, car à des dizaines de millions de kilomètres, il serait trop lointain et trop sombre pour être perçu. Vous ne verriez même pas le soleil comme un soleil. Ce serait juste l'étoile la plus brillante dans un ciel ordinaire. Le nuage de Oort n'est pas un endroit bondé, c'est l'endroit le plus solitaire, le plus sombre, le plus vide qui nous appartient encore d'une certaine manière. Et cela nous amène à la vérité la plus troublante. La vérité qui sous-tend tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Nous ne l'avons jamais vue, ni cette coquille, ni un seul objet confirmé à l'intérieur. Malgré tous nos télescopes, tous nos observatoires spatiaux, toutes nos décennies de regards, nous n'avons jamais pris une seule photo confirmée d'un corps dans le nuage de Oort. Nous n'avons jamais suivi un morceau de glace spécifique orbitant dans cette obscurité lointaine. Tout ce que nous croyons à propos de cette structure, sa taille, sa forme, son contenu, son histoire, nous y croyons sans l'avoir vue une seule fois. Et la raison est simple et un peu effrayante. Les objets là, bas, n'émettent pas leur propre lumière. Ils ne peuvent que réfléchir la lumière du soleil. Mais, à 50 000 unités astronomiques de distance, le soleil n'est qu'une étoile brillante. Et la lumière qu'il projette sur ces petits corps sombres est presque inexistante. Essayez de détecter un morceau de glace de quelques kilomètres de large à cette distance, c'est comme essayer de voir un morceau de charbon contre un ciel noir à des milliers de kilomètres. C'est, pour l'instant, au-delà des capacités de nos télescopes optiques. On pourrait penser que les télescopes infrarouges pourraient nous sauver, parce qu'ils voient la chaleur au lieu de la lumière réfléchie. Mais ces objets ne sont pas seulement sombres, ils sont incroyablement froids, juste quelques degrés au-dessus du zéro absolu, si froids qu'ils n'émettent presque aucune chaleur propre. Leur température est indiscernable du froid de fond de l'espace lointain. L'obscurité, le froid et la distance absolue, tout conspire pour nous cacher complètement la frontière de notre propre système solaire. La question qui devrait vous tarauder maintenant est la suivante. Si nous n'avons jamais vu le nuage de Oort, si aucun télescope ne peut le trouver et aucune caméra ne peut le capturer, comment pouvons-nous être si sûrs de son existence ? Comment les astronomes peuvent-ils décrire la forme, la taille et l'histoire d'une structure qui n'a pas été observée une seule fois ? La réponse est que le nuage de Oort nous a laissé des messages depuis que des gens existent pour les regarder. Nous devions juste apprendre à les lire. Et il s'avère que ces messagers sont les plus beaux objets du ciel nocturne. Et maintenant vient le vrai choc, car ces messagers mystérieux, les comètes, nous ont fourni les preuves de l'existence du nuage de Oort. Depuis que les humains existent, les comètes nous ont troublés. Elles ne ressemblent à rien d'autre dans le ciel. Les étoiles sont fixes, patientes. Les planètes errent, mais lentement et de manière prévisible. Mais, de temps en temps, quelque chose de nouveau apparaît. Il reste suspendu dans l'obscurité avec une longue queue brillante. Il brille pendant des semaines, puis s'estompe, disparaît. Pour ne plus jamais être revu de toute une vie, de 1000 vies, ou même jamais, les civilisations anciennes les lisaient comme des présages, un avertissement de peste ou de la mort des rois. Nous en savons plus maintenant, mais la vérité s'est avérée plus étrange que n'importe quel présage, car chaque grande comète qui a traversé notre ciel était un messager, et le message qu'elle portait, une fois que nous avons appris à le lire, était la carte d'un lieu que personne n'avait jamais vu. La lecture de cette carte a commencé par une simple observation. Il s'est avéré que les comètes se divisent en deux familles très distinctes, et la différence entre elles était le premier indice. La première famille est celle des comètes à courte période. Ce sont des visiteurs fiables qui reviennent selon un calendrier. La comète de Halley est la plus célèbre. Elle passe près du Soleil
tous les 76 ans environ. Ces types de comètes mettent moins de 200 ans pour compléter une orbite. Et surtout, elles voyagent sur, à peu près, le même plan que les planètes. Elles viennent d'une région que nous pouvons effectivement voir, la ceinture de Kuiper, l'anneau de débris glacés juste au-delà de Neptune. C'était logique. Elles provenaient d'une source connue, Mess. Le vrai mystère était la deuxième famille. Cette deuxième famille était l'étrange. C'étaient les comètes à longue période. Et elles ne jouaient pas selon les mêmes règles. Leurs orbites étaient gigantes esqueuses. Il leur fallait des milliers, voire des millions d'années pour faire un seul tour. La comète Hale-Bopp, qui a illuminé notre ciel en 10 à 997, ne reviendra pas avant environ 2500 ans. La comète, connue sous le nom de comète West, met environ 250 000 ans pour revenir. Ces chiffres sont vertigineux. Ces corps tombaient vers le Soleil depuis des distances si vastes qu'ils ne pouvaient provenir que d'un réservoir bien au-delà de la ceinture de Kuiper. La question était d'où exactement et sous quelle forme. En 10 à 950, un astronome néerlandais nommé Jan Oort a trouvé la réponse cachée dans les chiffres. Il a étudié les trajectoires de ces comètes à longue période et il a remarqué quelque chose qui n'aurait pas dû être possible si les hypothèses confortables étaient vraies. Les comètes à longue période ne venaient pas dans le plan des planètes. Elles n'arrivaient pas poliment de la gauche ou de la droite. Elles descendaient tout droit du pôle nord du Soleil. Elles montaient d'en dessous du pôle sud. Elles venaient de tous les angles et de toutes les inclinaisons imaginables. Elles étaient uniformément réparties sur tout le ciel, sans préférence pour une direction particulière. Cette uniformité était la plus grande preuve. Pensez à ce que cela signifie. Si ces comètes tombaient d'un anneau plat comme la ceinture de Kuiper ou la ceinture d'astéroïdes, elles arriveraient toutes à peu près dans le même plan, comme des voitures rejoignant une seule autoroute. Mais le fait qu'elles nous arrivent uniformément de toutes les directions, d'en haut, d'en bas et de tous les côtés, signifiait que l'endroit d'où elles venaient devait nous entourer uniformément de tous les côtés. Le réservoir ne pouvait donc pas être un anneau, il ne pouvait pas être un disque, il devait être une sphère. Un astronome néerlandais, en traçant simplement d'où venaient les comètes, avait déduit la forme d'une coquille invisible entourant tout le système solaire. En fait, l'idée n'était pas nouvelle. L'idée d'un réservoir de comètes lointains avait été proposée pour la première fois en 10 à 932 par l'astronome estonien Ernst Öpik. Mais c'est Oort qui a développé le modèle sphérique moderne à partir des preuves, et la structure porte son nom depuis. C'était une découverte révolutionnaire. Par la simple observation et les mathématiques, la géométrie d'une structure invisible avait été résolue. Mais ce n'était que la première étape, car il y avait une autre question, et il y avait un deuxième indice. Cet indice répondait à une question différente. Non pas sur la forme du réservoir, mais sur la nécessité même de son existence. Cet indice était le fait que les comètes sont fragiles et mourantes. Chaque fois qu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur fait bouillir sa glace. Et cette vapeur, qui s'échappe, forme la queue brillante. Cette queue n'est pas un ornement. C'est la preuve que la comète se vide de son sang. À chaque passage, un peu plus est perdu. Après suffisamment de tours, une comète épuise sa glace et elle se désintègre en poussière et en débris. Il y a donc un problème ici. Le système solaire a 4,5 milliards d'années. Si toutes les comètes que nous voyons avaient été en orbite depuis le début, elles se seraient consumées et désintégrées il y a très longtemps. Il ne devrait plus en rester. Le ciel devrait en être vide. Pourtant, de nouvelles comètes à longue période
continuent d'arriver. Des nouvelles que nous n'avons jamais enregistrées auparavant, tombant de l'obscurité. Il n'y avait qu'une seule façon de l'expliquer. Quelque part là, bas, bien au-delà des planètes, il devait y avoir un immense dépôt d'approvisionnement, un réservoir qui garde des milliards et des milliards de comètes en congélation profonde, intactes, en attente. La plupart orbitent simplement dans le froid et l'obscurité pour l'éternité. Mais, de temps en temps, quelque chose tend la main et en bouscule une doucement. Juste assez pour la déloger et la faire tomber vers le soleil, pour remplacer l'une des comètes mourantes. Ce goutte constant de nouvelles comètes n'est pas possible sans que ce dépôt secret ne soit réel. Nous savons donc que le réservoir existe, car sans lui, les comètes que nous voyons ne pourraient pas exister non plus. Cette chaîne de logique était impeccable. Mais elle soulevait une autre question en soi. Qu'était ce quelque chose qui tendait la main pour déloger ces comètes? La réponse à cette question est l'endroit où l'histoire cesse de concerner uniquement notre système solaire et commence à concerner la galaxie. Au bord du nuage de Oort, la gravité du Soleil est presque épuisée. Sur Terre, l'emprise du Soleil est écrasante. Une main de fer qui maintient notre planète sur une orbite serrée et prévisible. Mais, à 50 000 unités astronomiques de distance, cette emprise est devenue un murmure. Elle est si faible là, bas, que le Soleil n'est plus la seule chose qui tire sur ses corps glacés. Le reste de la galaxie peut aussi se faire sentir. La masse combinée de la Voie lactée, le grand disque d'étoiles, la matière noire qui la traverse, le noyau dense en son centre. Tout cela exerce sa propre influence gravitationnelle sur le bord extérieur de notre système solaire. Les astronomes appellent cela la marée galactique. Tout comme la Lune crée des marées dans les océans de la Terre, la galaxie elle-même crée des marées dans le nuage de Oort. Elle tire sur ces objets lointains, elle étire le nuage, le déforme, et elle travaille constamment contre la faible attraction de notre propre Soleil. C'est cette marée galactique, cette emprise de toute la Voie lactée sur le bord de notre maison, qui maintient le nuage extérieur gonflé en une forme sphérique, et qui déloge périodiquement les comètes et les fait rouler vers nous. C'est une interaction à une échelle incroyable, notre minuscule système, façonné par la respiration d'une galaxie géante. Et puis, en 2025, cette image déjà étrange est devenue encore plus étrange. Pendant longtemps, les astronomes avaient supposé que la région intérieure plus dense du nuage de Oort, le nuage de Hills, était un simple disque épais et lisse. Mais, en février 2025, David Nesvorny et ses collègues de l'Institut de recherche du Sud-Ouest, en exécutant des simulations détaillées sur un des superordinateurs de la NASA, ont trouvé quelque chose que personne n'avait prévu. Le nuage de Oort intérieur n'était pas un disque lisse. Il était déformé et structuré. Une spirale. 2 grands bras tordus de corps glacés, s'étendant sur environ 15 000 unités astronomiques d'un bout à l'autre et inclinés d'environ 30 degrés par rapport au plan des planètes. Vu de loin, le bord intérieur de notre système solaire ne ressemblerait pas à un disque ou à une coquille. Il ressemblerait à une minuscule galaxie. La cause était à nouveau la marée galactique. Sur des milliards d'années, l'attraction constante de la Voie lactée avait lentement tordu les orbites de ces objets intérieurs en une spirale. Une spirale qui reflétait la forme de la galaxie qui l'avait façonnée. Le bord de notre système solaire, apparemment, a été secrètement façonné à l'image de la galaxie qui le contient. Et dans un détail qui dit tout sur le peu que nous avons réellement vu de notre propre arrière-cour, l'astronome qui a dirigé l'étude a remarqué cette spirale presque par accident, en préparant un spectacle de planétarium. Nous ne l'avons pas photographié. Nous ne pouvions pas.
Nous avons trouvé une structure en forme de galaxie au bord de notre système solaire à l'intérieur d'une simulation informatique, parce que la vraie reste totalement invisible pour nous. Cette découverte nous a obligés à tout repenser, car ce n'était pas juste un tas de débris aléatoires, c'était une structure ordonnée, un motif. Et les motifs suggèrent un mécanisme sous-jacent. Mais comment ce mécanisme fonctionnait-il exactement? Alors, comment ce mécanisme fonctionnait-il exactement? Comment la chaîne de preuves indirectes qui prouve l'existence et la forme du nuage de Oort pouvait-elle être si solide? Entrons maintenant dans les détails techniques et voyons pas à pas comment nous avons percé les secrets de cette structure gigantesque. Car la réponse ne résidait pas seulement dans l'origine des comètes, mais aussi dans leur destination et ce qui leur arrivait pendant ce voyage. C'était une histoire de détective cosmique, et les indices étaient éparpillés dans tout le ciel. Les astronomes n'avaient qu'à assembler les pièces. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner ces preuves à un rythme plus lent. Tout a commencé par l'étude méticuleuse des orbites des comètes. Ce que Jan Oort a fait était plus qu'une simple observation. Il a retracé les orbites des comètes à longue période à rebours, comme nager à contre-courant pour trouver la source d'une rivière. Ce faisant, il a découvert que la quasi-totalité de ces comètes arrivaient au Soleil pour la première fois. C'étaient des comètes neuves. Elles n'avaient jamais été exposées à la chaleur du système solaire interne auparavant. C'était une découverte cruciale qui renforçait la théorie selon laquelle elles devaient provenir d'un dépôt très lointain et froid. Car si elles s'étaient déjà approchées du Soleil, les glaces les plus volatiles à leur surface se seraient déjà évaporées. Mais ces nouvelles comètes étaient couvertes de matière vierge de 4,5 milliards d'années. Oort a donc calculé les points les plus éloignés de leurs orbites. C'est ce qu'on appelle l'aphélie, et il a découvert que le point d'aphélie de presque toutes se regroupait à une distance d'environ 20 000 à 50 000 unités astronomiques. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Cela indiquait une origine commune, un immense réservoir situé à cette distance. C'est pourquoi la première et la plus forte preuve de l'existence du nuage de Oort étaient les étiquettes d'adresse portées par les comètes elles-mêmes. Mais nous devions comprendre non seulement l'existence de cette structure, mais aussi sa dynamique. La deuxième grande preuve technique est venue de l'effet de la marée galactique. Pour comprendre cela, nous devons accepter que le système solaire ne peut être considéré comme une île isolée dans l'espace. Il se déplace à l'intérieur de la galaxie de la Voie lactée. Et la galaxie elle-même possède un champ gravitationnel massif. Ce champ affecte constamment les objets du nuage de Oort. Tout comme les océans de la Terre montent et descendent avec l'attraction de la Lune, le nuage de Oort est constamment pétri par l'attraction de la galaxie. Cet effet diffère entre les parties internes et externes du nuage. Son effet sur les objets plus proches du Soleil est moindre, tandis que sur des objets à des distances comme 50 000 UA, il devient assez fort pour rivaliser avec la propre force de gravité du Soleil. Lorsque les astronomes ont modélisé mathématiquement cet effet, ils ont constaté que la marée galactique faisait deux choses importantes. Premièrement, au fil de milliards d'années, elle gonflait lentement le nuage qui aurait pu être à l'origine un disque plus plat pour lui donner une forme sphérique. Cela expliquait parfaitement pourquoi les comètes venaient de toutes les directions. Deuxièmement, et plus important encore, cette force de marée modifiait très légèrement les orbites de certaines comètes, juste assez pour pousser doucement un objet et l'envoyer dans son voyage de plusieurs milliers d'années vers le système solaire interne. La marée galactique était donc à la fois l'explication de la forme du nuage de Oort et le moteur même qui nous envoie les comètes qu'il contient. La troisième pièce, ajoutée à cette image, est l'effet des étoiles de passage. Le Soleil n'est pas seul dans son voyage à travers la galaxie. D'autres étoiles se déplacent également
sur leurs propres orbites. Et de temps en temps, l'une de ces étoiles passe dangereusement près du système solaire. Par près, nous ne parlons pas assez près pour frapper les planètes. Nous parlons assez près pour secouer le nuage de Oort. Les astronomes peuvent détecter de telles rencontres en suivant les mouvements des étoiles à rebours. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont découvert qu'il y a environ 70 000 ans, à une époque où l'humanité marchait sur Terre, une petite étoile faible, connue sous le nom d'étoile de Scholz, est passée par le bord extérieur du nuage de Oort. Elle s'est approchée à environ 52 000 unités astronomiques du Soleil. Ce passage a provoqué une perturbation gravitationnelle dans cette région du nuage. Comme jeter une pierre dans un lac calme. Une telle rencontre peut déloger d'innombrables comètes de leurs orbites normalement stables et les mettre sur une trajectoire vers le système solaire interne. Les scientifiques estiment que de tels passages se sont produits des dizaines, voire des centaines de fois au cours de l'histoire du système solaire. On pense qu'environ une douzaine d'étoiles passent à moins de 200 000 unités astronomiques du Soleil chaque million d'années. Le nuage de Oort est donc constamment perturbé non seulement par la marée galactique, mais aussi par les claques gravitationnelles d'étrangers de passage. C'est un autre mécanisme important qui explique le flux de comètes. Enfin, la preuve peut être la plus concrète, est apparue avec l'observation directe d'un objet que nous croyons provenir de cette structure. Il y a peut être une seule exception. Un objet qui pourrait être la première véritable lueur de toute cette théorie. En 2003, des astronomes dirigés par Mike Brown ont découvert un petit monde rougeâtre bien au-delà de la ceinture de Kuiper qu'ils ont nommé Sedna. L'orbite de Sedna était étrange. Même à son point le plus proche du Soleil, elle ne s'approchait pas à moins de 76 unités astronomiques. C'était bien au-delà de Neptune, et il lui fallait environ 11 000 ans pour faire un seul tour. Ce qui la rendait étrange, c'est qu'elle ne s'approchait jamais assez de Neptune pour que la gravité de Neptune l'ait placée là. Quelque chose d'autre avait mis Sedna sur cette voie solitaire. Peut être une étoile de passage, peut être la douce main de la marée galactique. De nombreux astronomes pensent que Sedna est le premier membre du nuage de Oort intérieur que nous ayons détecté, un seul faible émissaire de cette grande coquille extérieure. Et même Sedna, l'objet le plus proche de ce type, est si distant et si faible qu'il apparaît comme un peu plus qu'un point de lumière rampant lentement. Le nuage auquel il pourrait appartenir, lui, se trouve encore bien au-delà, dans l'obscurité, invisible. Sedna pourrait donc être la première preuve physique d'une structure théorique. Comme un seul morceau de bois flottait s'échouant sur le rivage d'une île lointaine dont on soupçonne l'existence, MIS, ce n'est que le début. Car des objets comme Sedna nous disent aussi quelque chose sur la structure interne du nuage de Oort. Et l'histoire qu'ils racontent pointe vers une structure bien plus complexe qu'une simple coquille sphérique. Mais ce n'est que le début, car des objets comme Sedna nous disent aussi quelque chose sur la structure interne du nuage de Oort, et l'histoire qu'ils racontent pointe vers une structure bien plus complexe qu'une simple coquille sphérique. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner les autres mécanismes, en particulier les simulations qui ont révélé le motif caché à l'intérieur de cette structure massive et les preuves qui montrent que cette structure n'est pas seulement un tas de débris passifs, mais peut aussi être un endroit actif et dangereux. Car le nuage de Oort n'est pas seulement une archive de notre passé, mais aussi une menace potentielle pour notre avenir. Et comprendre la nature de cette menace est vital pour comprendre notre propre existence. Le mécanisme qui nous a permis de découvrir la structure en spirale cachée du nuage de Oort intérieur, c'est, à dire, le nuage de Hills, est venu d'un domaine complètement différent, les simulations
par superordinateur. Les astronomes utilisent des ordinateurs de plus en plus puissants pour modéliser les premières périodes de formation du système solaire. Ces modèles simulent comment des millions de corps glacés virtuels se comportent sous l'interaction gravitationnelle des planètes géantes. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est exactement ce que David Nesvorny et son équipe ont fait en 2025. Leurs modèles ont suivi l'évolution du système solaire sur 4,5 milliards d'années. Et les résultats de ces simulations étaient surprenants. Ils ont montré que les objets éjectés ne formaient pas seulement une sphère aléatoire. La traction constante et stable de la marée galactique, en particulier sur les objets du nuage de Oort intérieur, tordait lentement leurs orbites sur des milliards d'années, tout comme un potier façonne lentement l'argile sur son tour. Cette torsion a forcé les objets à se concentrer sur certaines orbites, conduisant finalement à la formation de 2 grands bras en spirale. On a calculé que ces bras avaient une longueur d'environ 15 000 unités astronomiques et étaient inclinés d'environ 30 degrés par rapport au plan orbital des planètes. C'était une découverte entièrement théorique. Personne ne s'attendait à une telle structure. Mace. Les simulations ont montré que c'était un résultat inévitable lorsque les lois de la physique étaient appliquées. C'est ainsi que nous avons appris qu'il pourrait y avoir une structure cachée à l'intérieur du nuage de Oort, une réflexion miniature de la galaxie même qui l'a créée. Ce mécanisme a été révélé non pas par l'observation, mais par la pure puissance de calcul, et nous a montré une fois de plus à quel point nous connaissons peu notre propre arrière-cour. Mais le nuage de Oort ne concerne pas seulement le passé, il a aussi de profondes implications pour notre avenir. Et cela nous amène au mécanisme suivant, la perméabilité du nuage de Oort et son interaction dangereuse avec notre voisinage galactique. Le mot frontière nous donne un sentiment de sécurité, un endroit où la maison s'arrête et où l'extérieur commence. Maze, le nuage de Oort, n'est pas ce genre de frontière. Ce n'est pas un mur. Il ne maintient pas la galaxie à l'extérieur. Au contraire, c'est une fine dispersion de glace étalée sur un volume énorme tenu par la plus faible attraction du Soleil. Et la galaxie la traverse constamment. Des étoiles passent à côté et, de temps en temps, une s'approche suffisamment pour causer de réels dégâts. Ce n'est pas une hypothèse. C'est un fait étayé par des preuves. Les astronomes, en utilisant les mesures extraordinairement précises de la mission Gaia de l'Agence spatiale européenne, peuvent cartographier les mouvements des étoiles proches avec une précision incroyable. Grâce à ces données, ils peuvent prédire quelles étoiles s'approcheront de nous et à quelle distance à l'avenir. Et ces prédictions brossent un tableau inquiétant. L'un des noms les plus importants sur ce tableau est Gliese 710. C'est une faible naine orange qui dérive actuellement à environ 62 années-lumière de nous dans la constellation du Serpent, un peu plus de la moitié de la masse de notre Soleil. Actuellement, elle est trop faible pour être vue sans télescope, une tâche ordinaire dans un ciel bondé. Mais elle se dirige vers nous, et les calculs utilisant les données de Gaïa ont tracé sa route avec une quasi-certitude. Dans environ 1,3 million d'années, Gliese 710 ne se contentera pas d'effleurer le bord extérieur du nuage de Oort. Elle le traversera en plein milieu. Elle s'approchera du Soleil à environ 10 000 à 13 000 unités astronomiques. Ce n'est pas un peut-être. Avec les données de Gaïa, la certitude est presque totale. Cela arrivera. Et la situation est pire qu'un simple passage rapide, car Gliese 710 se déplace lentement. La plupart des étoiles qui traversent le quartier sont rapides. Elles passent à une vitesse qui leur laisse peu de temps pour faire des dégâts. Mais Gliese 710
avance lentement. Elle se déplacera avec une lenteur relative dans le nuage de Oort extérieur. Cela signifie qu'elle y restera plus longtemps. Sa gravité agira sur les comètes gelées environnantes beaucoup plus longtemps qu'une étoile plus rapide ne le pourrait. En passant, elle deviendra pour un temps l'objet le plus brillant et le plus rapide du ciel nocturne. Elle éclipsera chaque étoile et chaque planète, et derrière elle, elle laissera une catastrophe au ralenti. Car tandis que Gliese 710 traversera la coquille extérieure, sa gravité arrachera un essaim massif de comètes de leur place et les projettera vers l'intérieur, vers le Soleil, vers les planètes. Les astronomes qui ont modélisé la rencontre estiment que cela déclenchera une pluie de comètes d'environ 10 nouvelles comètes par an. Et cette pluie ne durera pas une saison ou un siècle. Elle durera de 3 à 4 millions d'années. C'est plus long que l'existence de notre propre espèce. Cette analyse technique montre que le nuage de Oort n'est pas seulement une structure lointaine et inoffensive, mais qu'il est directement lié au destin de la vie sur Terre. Tous ces mécanismes, lorsqu'ils sont réunis, brossent un tableau assez détaillé du nuage de Oort. Les orbites des comètes nous ont parlé de son existence et de sa forme sphérique. Les modèles de marée galactique ont expliqué comment cette forme est née et comment les comètes nous sont envoyées. L'analyse des passages d'étoiles a montré comment ce processus est périodiquement intensifié. Les simulations par superordinateur ont révélé qu'il pourrait y avoir une structure en spirale cachée à l'intérieur, et la découverte d'objets comme Sedna a offert la première preuve physique de toute cette structure théorique. Ce sont toutes des chaînes de preuves indirectes, assemblées pour comprendre quelque chose que nous n'avons jamais vu une seule fois. Mais ces preuves sont si cohérentes et proviennent de tant de directions différentes que le monde scientifique ne doute presque pas de la réalité du nuage de Oort. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est où toutes ces informations nous mènent. Car cette immense coquille invisible n'est pas seulement une curiosité scientifique. Elle a aussi une signification beaucoup plus profonde, beaucoup plus personnelle pour nous. Elle est à la fois un berceau et une cage. Et cette double nature soulève les questions les plus fondamentales sur la place de l'humanité dans l'univers. Car cette coquille ne se contente pas de laisser entrer la galaxie. Elle nous empêche aussi de sortir, et maintenant, le drame ultime, car le nuage de Oort ne se contente pas de laisser entrer la galaxie, il nous empêche aussi de sortir. C'est une barrière qui fonctionne dans les deux sens. Et cela nous oblige à affronter l'une des vérités les plus fondamentales de l'univers. Nous sommes piégés dans notre propre système solaire. Cela peut sembler une affirmation dramatique, mais la physique derrière, elle est impitoyable et claire. Cette immense coquille invisible est un mur érigé entre nos rêves et la réalité. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner, au rythme le plus rapide, pourquoi ce mur est si infranchissable, comment même les plus grandes réalisations techniques de l'humanité sont insuffisantes face à lui, et ce que cette situation signifie pour l'avenir de notre espèce. Car ce n'est pas seulement une histoire d'astronomie, c'est aussi une histoire d'emprisonnement. Quand on qualifie le nuage de Oort de barrière, il est facile de se faire une fausse image. Un champ de glace dense à travers lequel il faut manœuvrer pour passer. Mais, comme nous l'avons vu, le nuage est presque inconcevablement vide. Le danger pour le traverser n'est donc pas ce qui s'y trouve. Le danger, c'est ce qui n'y est pas, le vide lui-même. Dans le système planétaire, il existe une astuce pour les voyages longue distance que la science-fiction appelle le saut d'île en île. On se déplace de monde en monde. On s'arrête sur des astéroïdes et des lunes en chemin pour extraire de la glace et faire le plein. Ainsi, on n'a pas à transporter tout ce dont on a besoin dès le départ. Ça marche, parce que les îles sont assez proches
les unes des autres. On peut sauter de la Terre à Mars, de Mars aux astéroïdes, des astéroïdes aux lunes de Jupiter. Mais, dès que l'on passe l'orbite de Neptune, les îles disparaissent. Le nuage de Oort peut contenir des trillions d'objets. Mais ils sont si dispersés que la distance moyenne entre deux d'entre eux est à peu près la même qu'entre la Terre et Saturne, environ 1,2 milliard de kilomètres. On ne peut pas faire de saut d'île en île, dans un désert où les tremplins sont si éloignés. Il n'y a nulle part où s'arrêter, nulle part où faire le plein. On entrerait dans un vide de 100 000 unités astronomiques de large, sans aucune sorte de ravitaillement. Cette situation vous oblige à transporter chaque gramme de carburant nécessaire pour toute la traversée dès le moment du départ. Et cela se heurte à l'une des réalités les plus impitoyables de toute l'ingénierie, l'équation de la fusée. Cette équation, connue sous le nom d'équation de Tsiolkovsky, décrit la mathématique brutale du voyage spatial. Pour transporter plus de carburant, il vous faut un plus grand vaisseau, mais un plus grand vaisseau a besoin d'encore plus de carburant pour le déplacer, ce qui nécessite un vaisseau encore plus grand. Les chiffres s'accumulent de manière exponentielle contre vous. Cette situation rend effectivement impossible la construction d'une fusée chimique capable de traverser le nuage de Oort en un temps raisonnable. Avec la technologie de propulsion actuelle, une traversée prendrait des dizaines de milliers d'années. Pensez-y, un voyage de 30 000 ans. Ce n'est pas un voyage, c'est une course de relais sur des centaines de générations. Un vaisseau où tous ceux qui se souviennent de son lancement sont morts depuis longtemps. Un voyage où la civilisation même qui a construit le vaisseau pourrait s'élever, tomber et disparaître avant que le vaisseau n'atteigne l'autre côté. Le nuage de Oort fait donc silencieusement quelque chose de profond et d'un peu terrifiant. Il nous met en quarantaine. Il scelle toute notre civilisation à l'intérieur de la gravité d'une seule étoile, plus complètement que n'importe quel mur ne pourrait le faire. Nous pouvons regarder la galaxie, nous pouvons la cartographier, la photographier, en rêver. Mais notre accès physique se termine au bord intérieur d'une coquille que nous ne pouvons pas voir. Et la physique du voyage ne nous offre actuellement aucun moyen de passage. Nous sommes, pour un avenir prévisible, une espèce insulaire, pas par choix, mais à cause de la géométrie de l'espace et de l'obstination de l'équation de la fusée. Pourtant, nous n'avons pas accepté cela en silence. Nous avons déjà envoyé une partie de nous-mêmes pour explorer le chemin, et l'histoire de cet explorateur est la partie la plus humaine de toute cette image, car elle mesure la taille de la barrière en des termes qu'un battement de cœur peut comprendre. Voyager 1 est l'objet le plus lointain fabriqué par la main de l'homme, lancé en 10 à 977 Bagin. Il a dépassé Jupiter et Saturne, et a ensuite simplement continué. Au-delà des planètes, au-delà de l'héliopause qu'il a traversé en 2012 dans l'espace interstellaire, il est maintenant à plus de 15 milliards de miles de la Terre, environ 165 fois plus loin que nous ne le sommes du Soleil, et il continue de chuter vers l'extérieur à 38 000 miles par heure. En 2026, il atteindra une distance d'une journée-lumière complète de la maison. À toute échelle humaine, c'est un triomphe presque au-delà des mots. Et il est en train de mourir. Voyager est alimenté par une batterie nucléaire, un générateur qui convertit la chaleur du plutonium en décomposition lente en électricité. Et cette chaleur diminue. Le vaisseau spatial perd d'environ 4 watts de puissance chaque année. Et après presque 50 ans, il produit maintenant moins de la moitié de la puissance qu'il avait le jour de son lancement. Pour le maintenir en vie, les ingénieurs de la NASA, comme un médecin endormant doucement un patient, éteignent ces instruments un par un dans un ordre soigneusement prédéterminé. 7 de ces 10 instruments sont déjà éteints
Seuls 2 fonctionnent encore. Lorsqu'on demande aux scientifiques de la mission combien de temps il peut encore tenir, ils ne donnent plus de réponse confiante. Comme l'un d'eux l'a dit, chaque jour pourrait être le dernier. Dans les prochaines années, peut être dans les années 2030, le dernier instrument se taira. Et Voyager cessera de nous parler. Il ne cessera pas de bouger. Il continuera de dériver vers l'extérieur à 38 000 miles par heure, comme il le fait maintenant. Une machine morte et gelée. Mais voici la partie qui doit rester dans votre esprit. Même à cette vitesse, Voyager n'atteindra pas le bord intérieur du nuage de Oort avant environ 300 ans, et il lui faudra environ 30 000 ans pour traverser de l'autre côté. Bien avant de toucher le vrai bord du système solaire, il sera un fossile silencieux, un morceau de métal du XXe siècle dérivant dans l'obscurité. Il entrera parmi les trillions de comètes gelées et deviendra en fait juste un autre objet dans la coquille, un petit artefact scellé à l'intérieur de la même cage que l'espèce qui l'a construit, emportant un enregistrement doré de notre musique et de nos sons vers un public de glace qui ne l'entendra jamais. C'est l'opposition la plus brutale et la plus poétique entre l'ambition humaine et les limites universelles. Nous avons tout fait correctement. Mais la distance a tout vaincu. Alors, qu'est-ce que le nuage de Oort en fin de compte? Il est 2 choses à la fois, et elles sont inséparables. Il est un berceau. C'est le domaine véritable et complet de notre étoile, la plus grande structure que nous posséderons jamais vraiment. Il contient le matériau vierge de notre propre création, gelé et préservé pendant 4,5 milliards d'années. Un enregistrement parfait de la naissance de notre système solaire. Dans l'obscurité, attendant que nous devenions assez capables pour aller le lire. En ce sens, c'est un héritage, le mur extérieur de la seule maison que nous ayons, et c'est une cage. L'échelle même qui le rend magnifique, en fait, une prison. Elle impose une distance et une difficulté que nos corps et nos machines ne peuvent pas encore surmonter. C'est la manière silencieuse de l'univers de nous faire savoir que, malgré toute notre ambition, nos rêves d'atteindre d'autres étoiles, nous ne sommes pas prêts et nous ne le serons. Peut être pas avant très, très longtemps, nous sommes, avant tout, les habitants de ce système solaire. Et seulement dans nos rêves, les citoyens de la galaxie. Cette situation soulève une question troublante. Une question que l'humanité se pose depuis longtemps. Dans une galaxie de 400 milliards d'étoiles, dont des milliards sont beaucoup plus anciennes que notre Soleil, pourquoi n'avons-nous entendu parler de personne? Il existe de nombreuses réponses possibles, mais peut être que l'une d'elles était suspendue silencieusement au bord de chaque système solaire. Peut être que chaque civilisation qui a émergé jusqu'à présent s'est trouvée, comme nous, scellée à l'intérieur de sa propre coquille de glace, assez proche pour rêver des étoiles et trop petite pour les atteindre. Peut être que le silence que nous entendons en écoutant la galaxie n'est pas le silence d'un univers vide. Peut être est-ce le silence d'innombrables îles, chacune murée derrière sa propre barrière invisible, chacune appelant dans l'obscurité et n'entendant rien en retour. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ce silence, cet isolement. Doit-il nous pousser au pessimisme? Au contraire, il devrait nous rappeler à quel point notre maison est précieuse. Car cette coquille ne nous sépare pas seulement de l'inconnu extérieur. Elle sert aussi de frontière qui protège tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et à l'intérieur de cette frontière, il y a une richesse incroyable. Mais cette richesse possède également une incroyable fragilité. C'est pourquoi nous allons maintenant aborder, au rythme le plus rapide, la plus grande menace que cette immense structure nous présente, à savoir le danger venant de l'intérieur même, car le nuage de Oort n'est pas seulement une barrière passive,
C'est aussi une arme chargée, et ce qui appuiera sur la gâchette de cette arme est déjà en route. Les projectiles de cette arme sont les comètes, et la gâchette, ce sont les étoiles qui passent près de nous. Nous avons vu plus tôt que l'étoile de Scholz est passée à travers le nuage de Oort il y a 70 000 ans. C'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. De telles rencontres ne sont pas rares. Au cours de la longue histoire du système solaire, des étoiles entrent à portée du nuage de Oort avec une fréquence surprenante. Les meilleures estimations actuelles suggèrent qu'environ une douzaine d'étoiles dérivent à moins d'un parsec du Soleil, soit environ 200 000 unités astronomiques, chaque million d'années. Cette coquille est frôlée et secouée encore et encore. La plupart de ces passages sont doux. Maïs, pas tous. Et celui qui arrive ne sera pas doux du tout. Nous connaissons son nom, Gliese 710, et son arrivée marquera le début d'une longue et sombre période pour les parties intérieures du système solaire. Ce n'est pas une prophétie, c'est une prédiction froide et précise de la mécanique orbitale. Gliese 710 est une étoile faible à 62 années-lumière de nous. Mais elle vient vers nous, et sa trajectoire est connue avec une précision incroyable grâce à la mission Gaïa. Dans environ 1,3 million d'années, cette étoile ne se contentera pas d'effleurer le bord du nuage. Elle le traversera. Elle s'approchera du Soleil à une distance de 10 000 à 13 000 unités astronomiques. C'est plus de 10 000 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Mais, pour le cœur du nuage de Oort, c'est un coup direct. Et pendant ce passage, Gliese 710 sera le roi incontesté du ciel nocturne. Elle brillera plus que toute étoile, toute planète. Ce sera un point lumineux qui glissera visiblement à travers les cieux. Pour quiconque sera en vie pour l'observer, ce sera un spectacle impressionnant. M.A.S. Derrière cette beauté se cachera une catastrophe, car tandis que Gliese 710 traversera le nuage de Oort, sa gravité perturbera l'équilibre délicat de ces trillions de comètes gelées. Elle déchaînera une tempête. Cette tempête est appelée une pluie de comètes, et ce terme ne rend pas justice à l'ampleur de l'événement. Les modèles prédisent que le passage de Gliese 710 enverra en moyenne 10 nouvelles comètes à longue période par an vers le système solaire interne, plusieurs fois plus que la normale. Et ce bombardement ne sera pas bref. Il se poursuivra pendant 3 à 4 millions d'années. Pendant une période plus longue que toute l'existence de l'espèce humaine jusqu'à présent, le système solaire interne sera pilonné par une pluie continue de comètes arrachées du bord. La plupart ne feront que briller et disparaître. Mais, sur une période aussi longue, avec autant d'objets tombant vers l'intérieur, la probabilité que l'un d'eux frappe une planète augmente régulièrement. La probabilité que l'un d'eux frappe la Terre augmente. Le nuage de Oort, cette coquille lointaine et invisible, est directement lié au destin de la vie sur notre monde. Une étoile que nous ne rencontrerons jamais, en passant par une structure que nous ne visiterons jamais, peut tendre la main à travers les années-lumière et les âges et faire pleuvoir le feu sur la seule maison que nous ayons. Et nous savons déjà ce qu'un seul impact peut faire. Il y a 66 millions d'années, un objet de seulement quelques kilomètres de large a frappé la Terre, et il a mis fin au long règne des dinosaures. Il a anéanti environ les 3/4 de toutes les espèces vivant à l'époque. Une seule roche, une pluie de comètes de 3 ou 4 millions d'années ne garantit pas un tel impact. Mais elle charge les dés, et puis elle les lance encore et encore sur une période plus longue que toute l'histoire humaine jusqu'à présent. Tôt ou tard, une pluie assez longue trouve une cible. Voilà la symétrie brutale. La même coquille qui permet à la galaxie de tendre la main et de nous frapper
et la coquille qui nous empêche de sortir. Nous sommes piégés des deux côtés. C'est la manière de l'univers de nous rappeler à la fois à quel point il est grand et à quel point nous sommes petits. Nous sommes un point minuscule au centre d'une structure gigantesque. Mais nous sommes aussi emprisonnés par les limites de cette même structure. Nous pouvons percer ces secrets. Ce n'est pas un moindre accomplissement. En fait, c'est peu être un plus grand accomplissement. Atteindre une compréhension qui transcende notre présence physique. C'est la caractéristique la plus remarquable de notre espèce. Nous dépassons les limites que notre biologie nous impose par la puissance de notre conscience. Nous ne pouvons pas aller au nuage de Oort, alors nous l'amenons à notre esprit. Nous le transformons en équation, en simulation, en histoire. Et de cette façon, nous trouvons une autre manière de le toucher. Toi aussi, tu fais partie de ce paradoxe. Tu vis aussi dans ce corps, mais, en lisant ces lignes, ton esprit voyage à 100 000 unités astronomiques. Tu imagines des trillions de mondes gelés. Tu penses à une collision d'étoiles dans 1 million d'années. Ta conscience fait en ce moment ce qui est physiquement impossible. Elle se promène à l'intérieur du nuage de Oort. Alors oui, nous sommes des êtres conscients de nos limites. Mais nous sommes aussi des êtres qui dépassent ces limites chaque jour avec notre imagination, notre curiosité et notre connaissance. La deuxième confrontation philosophique est la danse entre la solitude et la connexion. Quand nous pensons au nuage de Oort, la première chose qui vient à l'esprit est une solitude absolue. La distance moyenne entre deux objets y est de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Chacun dérive seul sur sa propre orbite sombre. Il ne voit le soleil que comme l'étoile la plus brillante au loin. C'est une image parfaite de l'isolement cosmique. Et cette image reflète notre propre situation dans l'univers. Dans une galaxie de 400 milliards d'étoiles, nous n'avons entendu aucun signe d'une autre vie intelligente. Le silence effrayant du paradoxe de Fermi résonne à nos oreilles. Peut être que chaque civilisation, comme la nôtre, est piégée à l'intérieur de son propre nuage de Oort, d'innombrables îles ignorant l'existence des autres. C'est un sentiment de solitude profond et troublant. La prise de conscience de l'immensité de l'univers et de notre solitude en son sein, c'est une vérité tragique. Dans ce vaste océan cosmique, sommes-nous vraiment seuls? Mais le nuage de Oort nous enseigne aussi autre chose. Ces objets peuvent sembler seuls, mais ils ne le sont pas. Ils sont tous liés à une seule force centrale, la gravité du Soleil, et ils sont tous sous l'influence d'une force plus grande, la marée galactique. Ils ne sont pas isolés, ils font partie d'un système. Ils sont reliés les uns aux autres et à leur centre par des fils invisibles, et cela s'applique aussi à nous. Il n'y a peu être personne d'autre dans la galaxie. Maïs, nous sommes là. Nous avons les uns les autres. Nous aussi, nous sommes reliés par des fils invisibles, une biologie commune, une planète commune, un destin commun. L'existence du nuage de Oort nous rappelle à quel point le système solaire est vaste et inclusif. Ce ne sont pas seulement les planètes, c'est un tout qui englobe tout jusqu'au dernier grain de glace à l'extrême périphérie. Et nous sommes au cœur même de ce tout. Toi aussi, tu fais partie de cette connexion. Tu es aussi maintenu en orbite par la gravité du même Soleil. Tu respires le même air que des milliards d'autres personnes sur cette planète. Peut être que la réponse à la solitude universelle n'est pas de regarder vers l'extérieur, mais de regarder vers l'intérieur. Peut être que ce qui remplira le silence entre les étoiles, ce sont les histoires que nous nous racontons. Le nuage de Oort, en nous montrant nos limites, nous rappelle aussi à quel point notre maison est précieuse. Car à l'intérieur de ces limites, nous ne sommes pas seuls. Notre troisième et dernière confrontation
concerne la nature du temps. Le nuage de Oort existe sur des échelles de temps qui défient l'entendement. Il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. Les objets qu'il contient existent presque inchangés depuis lors. Ils continueront d'exister pendant des millions d'années à l'avenir. La pluie de comètes que créera Gliese 710 durera de 3 à 4 millions d'années. Face à ces chiffres, une vie humaine, 80 à 90 ans, n'est même pas un instant. C'est un clin d'œil. Toute l'histoire de l'humanité est plus courte qu'une seconde dans la vie du nuage de Oort. C'est une vérité tragique qui vous frappe au visage avec l'insignifiance existentielle de l'homme. Nous ne sommes que des éclairs momentanés sur cette immense scène cosmique. Nous venons, nous partons, et l'univers continue sans s'en apercevoir. Voyager est aussi un messager de cette vérité. Il vivra bien plus longtemps que nous. Pendant les 30 000 ans qu'il passera à traverser le nuage de Oort, le souvenir même de la civilisation qu'il a construit pourrait s'être transformé en poussière. C'est la confrontation de l'homme avec sa propre mortalité. Et pourtant, cette échelle de temps nous offre une perspective différente. Dans notre existence momentanée, nous pouvons lire cette histoire de 4,5 milliards d'années. Nous pouvons comprendre l'existence du nuage de Oort. Nous pouvons modéliser son passé et son avenir. Nous pouvons faire tenir l'éternité de l'univers dans notre courte vie. C'est le miracle de la conscience, la capacité de sortir du flux du temps et de le regarder de l'extérieur. Oui, nous sommes éphémères, mais notre compréhension peut être durable. La connaissance que nous transmettons aux générations futures transcende le temps lui-même. Le disque d'or que transporte Voyager est exactement cela, un écho de notre existence momentanée qui s'étend au-delà du temps. On ne sait pas si quelqu'un le trouvera un jour. Maïs, l'important est que nous l'ayons envoyé là, bas. C'est le désir de laisser un message à l'éternité dans ce bref instant. Toi aussi, tu fais partie de cet instant. Tu as aussi un temps limité dans cet univers. Mais dans ce temps, tu peux apprendre un passé de milliards d'années et imaginer un avenir de milliards d'années. C'est le plus grand cadeau qui t'ait été donné. Tu peux être piégé dans le temps, mais ton esprit est aussi libre que le temps lui-même. Alors oui, nous sommes de petites feuilles emportées par le fleuve du temps, mais nous sommes aussi les seules feuilles capables de cartographier ce fleuve. Ces trois paradoxes, l'échelle, la solitude et le temps, sont les leçons philosophiques que nous offre le nuage de Oort. Elles sont troublantes, mais aussi profondément pleines d'espoir. Elles nous montrent nos limites, mais nous rappellent aussi notre pouvoir de dépasser ces limites. Mais, au-delà de ces pensées, une question plus personnelle demeure. Mais au-delà de ces pensées, une question plus personnelle demeure. Que devrions-nous faire de toute cette connaissance? Comment cette conscience cosmique devrait-elle façonner notre vie quotidienne? Car la plus grande leçon du nuage de Oort n'est peut être pas astronomique, mais humaine. Elle nous enseigne à la fois notre fragilité et notre responsabilité. C'est pourquoi nous allons maintenant descendre dans les dernières couches de ce voyage philosophique. Nous réfléchirons à ce que le nuage de Oort signifie pour nous, à la fois comme une menace et comme un bouclier de protection, et comment cette dualité donne un sens à notre existence sur cette planète. Car en fin de compte, regarder les étoiles, c'est toujours revenir sur Terre. Le quatrième paradoxe est la ligne fine entre le danger et la sécurité. D'un côté, il y a le fait que le nuage de Oort est une source de danger immense. C'est un arsenal abritant des milliards de tueurs de monde potentiels. La moindre poussée de la marée galactique ou d'une étoile de passage peut envoyer l'un de ces projectiles gelés vers nous. L'impact qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années était probablement le résultat d'un objet provenant du nuage de Oort. Et à l'avenir, la pluie de comètes de plusieurs millions d'années, qui commencera avec le passage de Gliese,
710 fera de cette menace une réalité constante. C'est une vérité tragique de notre existence. Notre maison est entourée d'un champ de menaces invisibles. À tout moment, nous pourrions être le prochain gagnant d'une loterie cosmique. Et c'est une menace sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Cela peut nous faire sentir impuissants. C'est un rappel de notre petitesse et de notre vulnérabilité face à l'indifférence de l'univers. Mais en même temps, le nuage de Oort est un bouclier de sécurité. Étrangement, il nous protège. Comment ? En définissant la véritable limite de l'influence gravitationnelle du Soleil, il isole quelque peu le système solaire des régions plus chaotiques et dangereuses du milieu interstellaire. C'est notre zone tampon. Plus important encore, son existence a permis au système solaire interne de rester relativement stable et calme. Si ces objets erraient encore entre les orbites des planètes, nous vivrions sous un bombardement constant. L'évolution de la vie aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible. En éjectant ces débris dangereux, les planètes géantes ont en fait nettoyé la maison. Elles nous ont laissé un espace sûr pour respirer, évoluer et penser. Toi aussi, tu vis dans cette dualité. Il y a un danger potentiel suspendu au-dessus de ta tête à chaque instant. Mais, en même temps, tu es en sécurité dans les profondeurs d'un bouclier qui te protège depuis des milliards d'années. C'est une métaphore de la vie elle-même. Le danger et la sécurité vont toujours de pair, et comprendre cet équilibre exige à la fois d'être humble et d'apprécier ce moment précieux et protégé que nous avons. Le cinquième et peut être le plus profond paradoxe est la relation entre la connaissance et le mystère. Plus nous en avons appris sur le nuage de Oort, plus nous avons compris à quel point nous en savons peu. Nous ne l'avons jamais vu. Nous n'avons même pas identifié avec certitude un seul objet à l'intérieur. Toute notre connaissance est basée sur des preuves indirectes, des modèles et des simulations. C'est une preuve de la puissance de la science. Notre capacité à cartographier quelque chose que nous ne pouvons pas observer avec la logique et les mathématiques. Mais c'est aussi un rappel des limites de la science. Il y a une obscurité où même nos télescopes les plus puissants sont impuissants. Cela peut être une vérité tragique. Ne pas pouvoir voir directement les plus grands secrets de notre plus grande structure. Savoir que les réponses sont juste au-delà, mais à une distance inaccessible. C'est la preuve que la curiosité scientifique est une quête sans fin. Chaque réponse engendre de nouvelles questions, mais ce mystère est aussi la plus belle partie de la science. Si nous savions tout, que resterait-il à chercher ? L'invisibilité du nuage de Oort est ce qui le rend si fascinant. Il enflamme notre imagination, il nous pousse à développer de nouvelles technologies, à regarder plus loin, à penser plus profondément. C'est la frontière ultime de la curiosité humaine. Et un jour, peut-être dans des siècles, nous développerons la technologie pour franchir cette frontière. Peut-être que nous imagerons directement les objets là, bas, avec des télescopes incroyablement avancés. Peut-être que nous enverrons des sondes beaucoup plus rapides que voyager et atterriront sur la surface de l'un de ces mondes gelés. Ce jour-là, les histoires que le nuage de Oort nous racontera pourraient changer toute notre compréhension de la naissance du système solaire. Toi aussi, tu fais partie de ce grand mystère. Toi aussi, tu regardes l'univers en cherchant des réponses. Et tout ce que tu ne sais pas est en fait un cadeau. Un nouveau monde à découvrir, un nouveau puzzle à résoudre. La connaissance est précieuse, mais c'est le mystère qui nous pousse en avant. Le nuage de Oort nous rappelle que le plus grand cadeau de l'univers n'est pas les réponses, mais les questions. Ces pensées philosophiques, échelle, solitude, temps, danger et connaissance nous amènent à un seul point. Le nuage de Oort n'est pas seulement une coquille de glace et de roche, c'est un reflet de qui nous sommes.
Il représente à la fois nos limites et notre potentiel, notre fragilité et notre résilience, notre solitude et notre connexion. Nous savons maintenant que notre maison est beaucoup plus grande et plus complexe que nous ne le pensions. Nous savons maintenant que les frontières de cette maison sont à la fois un bouclier protecteur et une cage. Nous savons maintenant que nous sommes liés par des fils invisibles à l'univers au-delà de ces frontières et que ces liens sont à la fois un danger et une source de vie. Ce voyage nous a emmenés aux confins du système solaire, mais à la fin, il nous a ramenés à notre point de départ, à nous-mêmes. L'histoire du nuage de Oort est, en fin de compte, notre histoire, et le dernier chapitre de cette histoire n'est pas encore écrit. Car en ce moment même, alors que nous parlons, cette histoire continue. Et c'est pourquoi nous sommes maintenant confrontés à une question plus profonde. Le dernier message du nuage de Oort pourrait ne pas concerner seulement qui nous sommes, mais ce que nous devrions être. Savoir que nous sommes une espèce insulaire. Que nous dit cela sur la façon dont nous devrions gérer cette île? Car cette structure immense et invisible ne nous montre pas seulement nos limites cosmiques, elle nous murmure aussi nos responsabilités éthiques. C'est la couche la plus intime de la philosophie. Le moment de transformer la connaissance en action, la conscience en responsabilité. Maintenant, nous allons réfléchir à ce que le nuage de Oort nous enseigne sur l'héritage, l'avenir et le sens dans la partie la plus calme et la plus profonde de ce voyage. Premièrement, nous devons aborder le paradoxe entre l'héritage et l'oubli. Le nuage de Oort est une archive parfaite de l'héritage de 4,5 milliards d'années du système solaire. Chaque morceau de glace qu'il contient est un souvenir intact de la formation des planètes. C'est une bibliothèque gelée de notre histoire d'origine. C'est un héritage incroyable, un cadeau inestimable que nous offre l'univers. Et nous sommes les premiers êtres à connaître son existence, à le comprendre et être un jour à pouvoir le lire. Cela nous donne un grand sentiment de privilège. Mais il y a aussi un aspect tragique à cet héritage. C'est l'oubli. Voyager transporte notre propre héritage, notre musique, nos sons vers cette grande bibliothèque. Mais ce message, très probablement, ne sera jamais lu. Il se perdra parmi les trillions d'objets du nuage de Oort, tout comme notre civilisation pourrait un jour se perdre dans cet immense océan du temps. Nous sommes à la fois les héritiers d'un héritage et conscients que notre propre héritage est voué à l'oubli. Mais face à cet oubli, nous avons le pouvoir de créer du sens. Le disque d'or de Voyager n'a pas été envoyé pour que quelqu'un le trouve. Il a été envoyé pour notre acte de déclarer à l'univers qui nous sommes. C'est un effort pour transporter un instant de notre existence, un bref instant au-delà du temps. Peut être que le sens ne réside pas dans la permanence, mais dans l'acte de créer cet instant. Le nuage de Oort nous rappelle nos origines. Et connaître cette origine nous donne un sens de l'orientation. Savoir d'où nous venons nous aide à décider où nous voulons aller. Toi aussi, tu fais partie de cette dualité. Tu es aussi l'héritier d'une évolution de milliards d'années qui t'a précédé. Et toi aussi, un jour, tu seras oublié. Mais, entre ces deux vérités, tu as l'opportunité de créer du sens. Les traces que tu laisses, les actions que tu accomplis, l'amour que tu partages, c'est ton disque d'or, c'est le message que tu envoies à l'univers. Peut être que la plus grande leçon que le nuage de Oort nous enseigne est celle-ci. L'héritage n'est pas ce que nous recevons. L'héritage, c'est ce que nous laissons derrière nous, même en sachant qu'il sera oublié. Deuxièmement, nous devons faire face à l'équilibre délicat entre le destin et le choix. Le nuage de Oort et les étoiles qui interagissent avec lui sont une métaphore puissante du destin. L'arrivée de Gliese 710 est inévitable. C'est un événement qui échappe à notre contrôle.
Dans 1,3 million d'années, une pluie de comètes commencera à se diriger vers notre planète. C'est un coup de dé cosmique, et nous ne pouvons qu'attendre le résultat. C'est la vérité tragique du destin. Dans le fonctionnement de l'univers, il y a des forces qui dépassent notre volonté, et nous sommes impuissants face à ces forces. Cela peut conduire à la résignation, au désespoir. Après tout, nous ne pouvons pas changer la trajectoire d'une étoile. Notre destin semble écrit par des orbites établies il y a des milliards d'années. Mais même dans ce destin, nous avons la liberté de choisir. Nous savons quand Gliese 710 arrivera. Nous savons ce qu'elle fera. Cette connaissance nous donne le pouvoir de nous préparer. Peut être que les générations dans 1,3 million d'années auront développé des systèmes de défense planétaires. Peut être auront-elles la technologie pour dévier ou détruire les comètes qui arrivent. Le destin nous présente la menace. Mais la manière dont nous répondons à cette menace est notre choix. La connaissance est un outil qui transforme le destin en choix. Nous sommes la première espèce capable de voir l'avenir, et cela nous donne la responsabilité de le façonner. Toi aussi, tu vis cet équilibre dans ta propre vie. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, mais la façon dont tu y réagis est sous ton contrôle. Le nuage de Oort nous rappelle que l'univers peut être déterministe, mais l'esprit humain ne l'est pas. Même face aux prophéties les plus sombres, nous avons toujours le choix, et ce choix, c'est notre espoir. Troisièmement, nous devons réfléchir à la différence entre une prison et une maison. Nous avons dit que le nuage de Oort nous enferme dans une cage. Il nous empêche physiquement de sortir du système solaire. C'est une métaphore de la prison, et, à un certain niveau, elle est vraie. La tragédie de ne pas pouvoir atteindre cet univers immense et inexploré est réelle. Cela peut nous faire sentir limités, isolés, comme si nous étions bloqués sur une île au milieu d'un océan infini. Cela peut conduire à une sorte de claustrophobie, un sentiment d'être cosmiquement à l'étroit. Mais quelle est la différence entre une prison et une maison? Une prison vous retient dans un endroit où vous ne voulez pas être. Une maison, c'est l'endroit où vous appartenez. Les frontières tracées par le nuage de Oort sont aussi les frontières de notre maison, et cette maison est incroyablement riche et belle. Peut être que le rêve d'atteindre les étoiles nous fait négliger les merveilles qui sont sous notre nez. Les océans de la Terre, les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne, il y a tant de choses à explorer, pourquoi regardons-nous constamment vers l'extérieur? Peut être que le nuage de Oort n'est pas une prison, mais les murs d'un jardin, et notre tâche est de cultiver ce jardin, de le protéger et d'explorer toutes les beautés qu'il contient. Toi aussi, tu es un habitant de cette maison. Et parfois, en rêvant de terres lointaines, tu peux oublier la beauté de ta propre maison. Le nuage de Oort est un rappel. Peu importe la taille de l'univers extérieur, le seul endroit qui compte pour nous est celui où nous sommes en ce moment. Et que nous considérions cet endroit comme une prison ou comme une maison, cela dépend entièrement de notre perspective. Ces pensées, héritages, destin et maison sont les dernières leçons que nous offre le nuage de Oort. Elles nous montrent que les plus grands secrets de l'univers sont en fait liés aux valeurs les plus humaines. Créer du sens, faire des choix et appartenir. Cette structure immense, froide et invisible peut en fin de compte être un guide pour vivre une vie chaleureuse, tangible et pleine de sens. Mais il y a encore une page à ce guide. Lorsque nous rassemblons toutes ces informations, quelle est l'image finale qui se dessine devant nous et que nous murmure cette image sur l'avenir? Mais il y a encore une page à ce guide. Lorsque nous rassemblons toutes ces informations, quelle est l'image finale qui se dessine devant nous et que nous murmure cette image sur l'avenir?
Nous sommes donc arrivés à la dernière étape de ce voyage philosophique. Nous verrons comment le nuage de Oort nous présente le paradoxe ultime, celui entre le silence et le message, et comment cette dernière leçon éclaire la vérité ultime sur notre place dans l'univers. Car le secret le plus profond du nuage de Oort n'est pas dans son immense vide, mais dans l'histoire que ce vide nous raconte. Premièrement, considérons ce profond paradoxe entre le silence et le message. Le nuage de Oort est littéralement l'un des endroits les plus silencieux de l'univers. Chaque objet y dérive à des dizaines de millions de kilomètres de l'autre, à une température proche du zéro absolu dans un vide presque parfait. Il n'y a pas de son. Il n'y a presque pas de lumière. Le mouvement se mesure en orbite de milliers d'années. C'est une image de calme absolu, de silence profond. Et ce silence, comme nous l'avons déjà discuté, reflète le silence du paradoxe de Fermi, le grand silence assourdissant de la galaxie. Cela peut être une vérité tragique de l'existence. Le fait que l'univers soit fondamentalement vide et silencieux, dépourvu de sens, notre quête de sens pourrait être un cri vain contre ce grand silence. Mais de ce silence immense, des messages nous parviennent constamment. Les comètes sont des messagers qui se détachent de ce silence. Elles nous parlent de l'existence, de la forme et de l'histoire du nuage de Oort. Leurs orbites montrent la puissance invisible de la marée galactique. Leur chimie porte les secrets de la naissance du système solaire. Ce silence absolu nous murmure en fait constamment des choses. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'apprendre à écouter. Et cela pourrait aussi s'appliquer à l'univers lui-même. Peut être que le silence de la galaxie n'est pas un signe de vide, mais un signe que le sens est parlé dans une autre langue. Peut être que l'univers nous envoie constamment des messages avec la lumière des étoiles, la danse en spirale des galaxies, le contact invisible de la gravité. Et notre tâche est de déchiffrer ces messages. Toi aussi, tu es au cœur de cette dualité. La vie peut parfois sembler silencieuse et dénuée de sens. Mais, si tu écoutes attentivement, tu verras qu'il y a des messages partout, dans le sourire d'un ami, dans une œuvre d'art, dans les cycles de la nature. Le sens n'est pas quelque chose qui nous est donné. Le sens est quelque chose que nous découvrons dans le silence. Le nuage de Oort nous enseigne que les vérités les plus profondes sont cachées dans les endroits les plus silencieux. Deuxièmement, et enfin, nous devons voir l'équilibre ultime entre la fragilité et la résilience. Chaque objet du nuage de Oort est incroyablement fragile. Ils sont faits de glace et de poussière lâchement assemblés. Ils se désintègrent s'ils s'approchent trop du Soleil. Ils sont détruits s'ils heurtent une planète. Ce sont les voyageurs les plus délicats du temps et de l'espace. Et cette fragilité reflète notre propre condition. Nous aussi, nous sommes biologiquement fragiles. Notre planète est vulnérable aux événements cosmiques. Notre civilisation a le potentiel de s'autodétruire. C'est la vérité tragique de l'existence. Savoir à quel point tout peut facilement se terminer. Cela peut être une source d'anxiété et de peur. Mais en même temps, ces objets fragiles existent depuis 4,5 milliards d'années. Ils ont survécu à la violence de la formation des planètes, à d'innombrables passages d'étoiles et à des milliards d'années de marées galactiques dans le coin le plus froid et le plus sombre de l'univers. Ce sont parmi les structures les plus résistantes que l'on puisse imaginer. Et cette résilience est une métaphore de la vie elle-même. La vie aussi est fragile, mais elle est aussi incroyablement résiliente. Elle a survécu à des extinctions de masse, des ères glaciaires, d'innombrables catastrophes pendant des milliards d'années. Chaque fois, elle est revenue plus forte. Toi aussi, tu fais partie de cette résilience. Tu es aussi fragile face aux difficultés de la vie. Mais, en même temps, tu portes en toi l'héritage de la lutte
pour la survie de tes ancêtres depuis des milliards d'années. Tu as le pouvoir de survivre, de t'adapter et de prospérer. Le nuage de Oort nous montre que même les choses les plus fragiles peuvent être incroyablement résistantes dans les bonnes conditions. Et c'est notre plus grande source d'espoir pour l'avenir. Peu importe la difficulté, peu importe à quel point nous nous sentons fragiles, nous portons en nous 4,5 milliards d'années de résilience. À la fin de ce voyage, comment nous sentons-nous? D'un côté, il y a ce sentiment écrasant de petitesse et d'insignifiance face à l'immensité de l'univers. De l'autre, il y a ce sentiment incroyable de miracle et de privilège d'avoir une conscience capable de comprendre cet univers. Les deux sont vrais. Les deux font partie de la condition humaine. Le nuage de Oort réunit parfaitement ces deux sentiments. Il nous invite à la fois à l'humilité et à l'émerveillement. Il nous montre nos limites, mais nous murmure aussi notre potentiel à les dépasser. Nous savons maintenant que notre maison est une structure beaucoup plus grande et complexe que nous ne le pensions. Nous savons maintenant que les frontières de cette maison sont à la fois un bouclier protecteur et une cage. Nous savons maintenant que nous sommes liés par des fils invisibles à l'univers au-delà de ces frontières, et que ces liens sont à la fois un danger et une source de vie. Ce voyage nous a emmenés aux confins du système solaire, mais, à la fin, il nous a ramenés à notre point de départ, à nous-mêmes. L'histoire du nuage de Oort est, en fin de compte, notre histoire. Et le dernier chapitre de cette histoire n'est pas encore écrit, car en ce moment même, alors que nous parlons, cette histoire continue. Au cours de ce voyage, nous avons écouté le coin le plus silencieux de l'univers, le nuage de Oort. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite. L'univers lui-même n'est pas silencieux. L'espace-temps lui-même ondule et crée une musique lorsque des objets massifs entrent en collision. C'est le murmure des ondes gravitationnelles. Dans notre prochain voyage, nous écouterons la musique de l'univers. Êtes-vous prêts ?